Bonjour, alors je remets mes petites lunettes qui me rendent intelligent, et c'est-à-dire aujourd'hui nous allons aller du côté de quand on a un chien, comment ça se passe, et comme on le sait, les personnes non-voyantes peuvent être amenées à avoir un chien guide, et le chien guide, avant d'être un guide, c'est un chien. Donc il est important d'avoir des petites notions de qu'est-ce qu'un chien. Là, je suis allé donc du côté de Rescue qui nous propose, c'est un petit manuel à lire précieusement avant l'adoption d'un chiot. Pour aider une amie à bien démarrer avec son chien, donc voilà. Mon chien détruit tout pendant mon absence, que faire? Nous avons distingué 4 causes principales. Le chien s'ennuie, il manque d'exercice, il s'agit d'un chiot, il fait de l'angoisse de séparation. Il est important de rappeler avant tout que le chien n'est pas fait pour passer toute la journée seul. Si vous êtes absent 10 heures par jour, prenez un poisson rouge. Certains chiens recherchent davantage le contact que d'autres et ne se feront jamais à la solitude. Cause 1. Il faut passer du temps à jouer avec son chien. Pendant votre absence, vous pouvez lui fournir des jouets, Kong, remplis de nourriture par exemple, qui l'occuperont. Mais cela ne remplacera pas les jeux avec vous. Cause 2. Le chien a naturellement besoin d'exercice, certaines races plus que d'autres. Il faut donc lui proposer des sorties régulières, au cours desquelles il pourra courir et se défouler. Les jeux sont aussi indiqués. Cause 3. Les chiots passent par une phase d'exploration par la bouche, un peu comme les bébés qui portent tout à la bouche. Il faut donc lui fournir des jouets à mâchonner, des anneaux, Kong et autres joujoux spécifiquement étudiés pour aider le chiot à faire ses dents. Cause 4. L'angoisse de séparation, qu'est-ce que c'est? L'angoisse de séparation est une réaction du chien qui ne sait pas comment réagir en l'absence de son maître. Afin d'y remédier, il faut repenser à quelques points. Dans la nature, le chien est un animal grégaire. Il s'insère dans une meute au sein de laquelle il a une place bien définie. Cette place le rassure. Lorsque nous adoptons un chien, il faut lui attribuer une place dans la maison afin qu'il sache où se situer dans la famille, faute de quoi le chien pense automatiquement qu'il est en charge de la meute famille. Et là, ça coince si le chien ne parvient pas à assumer ce rôle. Donc la première étape consiste à faire comprendre au chien que vous êtes le chef en charge de la responsabilité de la maison. Pour cela, il faut adopter le comportement d'un chef de meute. Pour le problème qui nous occupe, un chien chef de meute peut aller et venir comme bon lui semble. Les autres ne paniquent pas parce qu'il émet des signaux qui signifient « tout est normal, je suis parti, je reviens, mais tout est parfaitement normal ». C'est aussi ce que tu dois transmettre à ta chienne. Concrètement, lorsque tu pars, lorsque le chien ne te voit plus, ça peut simplement être un changement de la pièce, et lorsque tu reviens, essaie d'être le plus neutre possible. Ne cours pas saluer ton chien, par exemple, ou ne crie pas. Reste calme et ne communique pas avec lui jusqu'à ce qu'il se soit calmé à son tour. L'apprentissage va être progressif. Pars d'abord 2 minutes, puis reviens sans lui prêter attention. Ne l'appelle pour la caresser que lorsqu'elle est calme, puis sors de la maison 5 minutes, puis 10, puis 15, et ce jusqu'à environ 1 heure. Normalement, à ce stade, le chien a parfaitement intégré que les allées et venues de son maître ne devaient générer aucun stress de sa part, puisque le maître est parfaitement neutre. Puis les départs-retours, plus les départs-retours seront neutres, plus le chien comprendra que l'absence du maître n'est pas un facteur d'angoisse, puisque celui-ci agit à son tour comme s'il ne s'était jamais absenté. Vous envoyez alors le message que tout est normal. En conséquence, le chien n'angoisse plus lors de vos absences. En résumé, si le chien souffre d'angoisse de séparation, banalisez au maximum les départs et les retours. Attendre que le chien soit parfaitement calme pour le caresser. Faire un apprentissage progressif. En complément, voici d'autres conseils. Il existe des colliers et diffuseurs DAP qui font merveille contre l'anxiété de séparation. Ce sont des phéromones d'apaisement de chiennes allaitantes
qui apaise les chiots et les chiens adultes contre souillure, vocalise, destruction, etc., en mettant le diffuseur hors de portée du toutou. Couvre environ 50-70 mètres carrés, en prévoir un par étage en maison, dure 1 mois, vendu chez le Veto. Laissez la radio en fond sonore. Laissez un vêtement imprégné de l'odeur du maître, qui sera réservé à cet usage, afin que le chien ne se serve pas dans votre armoire. Laissez de préférence le chien dans un petit espace où il se sentira plus en sécurité et fera moins de dégâts, la cuisine par exemple. Éventuellement, le Vari Kennel peut vous aider, il s'agit d'une grande cage en plastique. Ne surtout pas réprimander le chiot lors de votre retour, cela l'exciterait et renforcerait l'anxiété, nettoyer les bêtises hors de sa vue. Attendre 5 minutes après être rentré à la maison pour aller caresser le chien, c'est vous qui établissez le contact. Lui offrir de la compagnie peut être une solution. Un chat, à condition de pouvoir correctement s'occuper des 2 animaux bien sûr. Vous pouvez fatiguer votre chien en jouant avec lui par exemple. Il sera plus disposé à faire la sieste ensuite. Attention cependant à ne pas en faire un rituel de départ qui renforcerait l'anxiété. Mais si votre chien manque d'exercice, c'est tout indiqué. Enfin, nous retranscrivons un des articles de Lee Livinghood, comportementaliste spécialisé dans le Greyhound de course retraité, paru dans l'édition de printemps de Celebrating Greyhound Magazine. Durant vos absences, il mâchonne. Tout y passe. Pourquoi? Et surtout, comment remédier à ce problème? Le bon sens voudrait que pour éviter les mâchonnages, il n'y ait pas d'objet sensible que vous ne souhaitez pas être détérioré à portée du chien. À vous de vous assurer que la pièce dans laquelle votre chien vous attendra durant vos absences soit sécurisée. Pourquoi un chien mâchonne? Quelques pistes. Pour un chiot, la seule façon d'explorer son nouvel environnement, voire de tester un nouvel objet, c'est de mâchonner, de goûter la saveur, d'apprécier la texture. Tout comme le bébé explore avec ses mains et prend les objets avec ses doigts et les tient avec son pouce, le jeune chiot explore avec sa bouche, sa langue, ses dents. Quand le chien grandit, le mâchonnage peut être l'expression d'un ennui profond ou d'une anxiété de séparation. Dans le premier cas, assurez-vous d'abord que votre chien a assez d'objets à sa portée pour s'occuper durant vos absences, balles, pouic-pouic, peluches, kongs, remplis ou non de friandises, jouets, etc. À ce moment-là, achetez en gros des jouets à petit prix. Comme pour un jeune enfant, veillez également à ne pas distribuer tous les jouets d'un coup. Sinon, une fois l'émerveillement de la première exploration passé, l'ennui reprendra le dessus et votre chien recommencera à mâchonner. Au contraire, donnez-vous un nombre d'objets distribués et changez-les régulièrement afin de maintenir la curiosité naturelle du Greyhound. Dans le cas d'une anxiété de séparation, votre chien, en mâchonnant, de préférence des objets portant votre odeur, ceinture, chaussures, vêtements déjà portés, votre fauteuil favori, pour se rassurer. Les Greyhounds sont très intelligents et s'éduquent rapidement et avec succès en utilisant les bases du renforcement positif. En gros, récompenser chaleureusement et démonstrativement tout comportement désiré du chien, même si l'ordre n'est pas donné au préalable, ignorer les bêtises, de toute manière, à 90% induites par le comportement préalable du maître, et surtout ne jamais punir ou battre le lévrier, la pire des punitions pour votre hypersensible étant encore un ignorage total dans les règles de l'art de plusieurs minutes. Le Greyhound vous aime. Il peut vous plaire, il veut vous plaire à tout prix. À vous de savoir exploiter ce trait de caractère pour éduquer votre lévrier. Retournons au mâchonnage. Une des solutions est d'apprendre à votre lévrier à distinguer les objets autorisés à mâchonner des objets interdits. Pour indiquer au Greyhound les objets autorisés, utilisez un spray contenant par exemple des extraits et des arômes naturels de vanille, rayon pâtisserie en moyenne surface. Pchitez l'objet autorisé, puis apprenez à votre Greyhound qu'il a le droit de mâchonner celui-ci.
félicitez quand il s'en empare. S'il va mâchonner un autre objet, opposez-lui un non ferme et proposez-lui tout de suite l'objet autorisé, puis félicitez. Faites cela jusqu'à ce qu'il ait associé l'odeur à l'autorisation. Pour renforcer encore le système autorisation interdit, vous pouvez également utiliser une autre odeur, muscade par exemple, pour marquer les objets interdits. N'oubliez pas que l'éducation doit être progressive et que savoir rester seul n'est pas inné chez le chien. Vous devez rester cohérent de votre attitude, vous énerver ne sert à rien, patience et curiosité vous amèneront à mieux comprendre votre chien et à trouver les solutions qui lui conviennent le mieux. Voilà, donc là c'était un petit article paru dans Rescue. Donc je vois qu'il y a une suite, ça s'appelle la propreté. Ne pas sanctionner les besoins à l'intérieur, ignorer les mauvais comportements et récompense les bons. Dans le livre Planète Chien, J. Cave Rivière explique très bien que dans 99,9% des cas de malpropreté, l'erreur vient du maître, qui consciemment ou non induit le chien en erreur. Par exemple, quand le chien urine dans la maison et que tu le grondes, comment sait-il que tu le disputes parce qu'il urine dans la maison? Alors qu'il peut aussi comprendre, ou c'est à envisager en tout cas, que tu le disputes parce qu'il est trop près du canapé, parce qu'il urine devant toi, parce qu'il urine dans la mauvaise pièce. Pour un chien, la propreté se résume avant tout à ne pas salir son lieu de couchage. Le reste, y compris donc se soulager ailleurs, même dans la maison, n'est que du « je le fais bon » dans sa tête. Continue, même si c'est sans doute pesant, d'ignorer les comportements que tu ne souhaites pas voir se reproduire dans la maison et récompense tout début d'action ou action complète faite à l'extérieur. De plus, une fois que l'animal s'est soulagé à l'intérieur, il est presque à coup sûr inutile de le mettre dehors parce qu'il n'a alors plus envie de faire. Et c'est donc de rester près de lui, de focaliser sur son ou ses attitudes pour repérer les moments où il va ou aurait envie de se soulager après une sieste, un repas, un jeu. Il faut toujours nettoyer les pipis, caca, en dehors de la vue du chiot, car avec la posture que nous prenons à quatre pattes pour nettoyer, il pourrait aisément confondre avec une invitation au jeu, et donc se dire « j'ai fait pipi, m'être content ». Pour lui faire plaisir, je vais recommencer. Petit conseil, la javel, Domestos Co, a une odeur qui attire les chiens. Il ne faudra donc pas s'étonner s'il refait souvent à l'endroit nettoyé à la javel. Pour l'éducation à la propreté, il est conseillé d'utiliser le vinaigre blanc pour nettoyer, super désinfectant et neutraliseur d'odeur, puis quelques gouttes d'huile essentielle de citron, répulsif naturel pour chien. Il faut savoir qu'un chiot ne peut pas se retenir longtemps, car les muscles entourant sa vessie ne sont pas encore entraînés à cet effet. Il est donc normal et naturel qu'un chiot fasse pipi souvent. Pour les débuts, il est conseillé de faire de courtes sorties, mais très souvent, après un dodo, après le repas, après avoir bu, après les jeux, après toute émotion, sinon toutes les 2 à 3 heures en moyenne. Une fois dehors, il faut jouer avec le chien. Une fois que le chien aura fait ses besoins, il faudra le féliciter à outrance, quitte à passer pour un débile, lui donner une friandise, et pourquoi pas associer le pipi à un mot, par exemple « fais pipi ». Ainsi, une fois adulte, si vous avez une urgence, il suffira de lui dire « fais pipi » et il saura ce qu'on attend de lui. Par contre, il ne faut pas rentrer tout de suite après que le show est fait, sinon il associera pipi caca égale fin de promenade, et risque donc, du coup, de se retenir longtemps pour faire durer la balade. L'identification, une obligation. L'identification du chien est-elle obligatoire? L'identification par tatouage ou par puce électronique est obligatoire. Dans le cas d'une session de chien ou de chat, l'animal devra systématiquement être identifié au préalable. L'identification, à quoi ça sert? L'identification est l'unique moyen de prouver que l'animal est bien à vous légalement parlant.
Cela est donc très important d'identifier son animal afin de prévenir au mieux les vols, les pertes et autres problèmes où l'identification joue un rôle décisif. Beaucoup d'animaux sont euthanasiés faute de retrouver leur propriétaire. Vous pourrez également passer les frontières et voyager avec votre animal dans l'Union européenne que si celui-ci est identifié. Quel type d'identification? Il existe à ce jour 2 moyens d'identification avec valeur légale. La puce électronique, il s'agit d'une micropuce que l'on injecte dans le cou de l'animal et qui porte un numéro unique qui deviendra le numéro d'identification du chien ou du chat. La puce électronique ne se voit pas de l'extérieur, n'apporte donc pas désagrément niveau esthétique. Pour déterminer la présence d'une puce électronique, on utilise un lecteur que l'on trouve chez tous les vétérinaires. Cette méthode est indolore et rapide et le numéro ne s'efface pas. La puce électronique sera rendue obligatoire dès 2012 et sera le seul moyen d'identification reconnu lors de vos déplacements en Union européenne. Le tatouage. Il est effectué soit à la cuisse, soit à l'oreille. Il est réalisé à la pince ou au dermographe. C'est le moyen le plus classique et répandu d'identification, seulement de par l'encre qui devient parfois illisible avec le temps, il n'est pas toujours fiable. Il faut savoir qu'à une époque même on coupait, les voleurs coupaient l'oreille du chien, comme ça l'identification était rendue totalement impossible. Seul un vétérinaire est habilité à effectuer la pose d'une puce électronique, qui est un acte médical, et également pour réaliser un tatouage avec un dermographe, qui est un acte sous anesthésie générale. Pour un tatouage à la pince, seuls les vétérinaires ou les personnes possédant une licence de tatoueur accordée par le ministère de l'Agriculture sont autorisés à pratiquer cet acte. Identifier donc, c'est protéger. Stérilisation. Combattre les idées reçues. Une chienne ou une chatte doivent avoir au moins une portée dans leur vie pour leur santé et leur comportement. Faux. Cette idée reçue n'a aucun fondement scientifique. La reproduction ne présente pas de bénéfices pour la santé ni pour le comportement, au contraire. La gestation et la mise bas peuvent présenter des risques. Césarienne, lors de difficultés à la mise bas, infection mammaire, crise de tétanie de la chienne après la naissance des chiots, tumeur mammaire. Un animal castré devient obèse et moins actif. Pas forcément. Si l'ablation des glandes sexuelles peut en effet prédisposer certains animaux à l'embonpoint, une alimentation maîtrisée et un exercice physique régulier permettent de les maintenir à leur poids de forme. Un animal ne devient obèse que lorsqu'il est trop ou mal nourri et ne fait pas suffisamment d'exercice. Le comportement change après la stérilisation, vrai. Mais les seuls changements dans le comportement des chiens ou des chats sont positifs. Les matous ont tendance à réduire le marquage territorial suivant leur âge lors de la castration. Les chats comme les chiens se battent moins, ce qui entraîne moins de morsures, de blessures et par là même la transmission de maladies contagieuses. Les animaux ont également plus tendance à rester à la maison et à ne plus fuguer à la recherche d'un partenaire. Une chienne stérilisée présente des risques d'incontinence. Vrai et faux. Cela existe et peut survenir des années après l'intervention chirurgicale, particulièrement dans les races de grand format, mais ne touche pas toutes les chiennes. Un traitement médical existe. Pour éviter cet inconvénient, il est recommandé de pratiquer la stérilisation par 2 incisions sur les flancs plutôt que par voie médiane ventrale. Il est inutile, je suis monté trop haut. Il est inutile de faire stériliser une chienne âgée que l'on vient d'adopter. Cela dépend. Si elle risque d'être saillie de façon inopportune, l'opération est recommandée. Contrairement à l'espèce humaine, la ménopause n'existe pas chez les chiennes et elles peuvent être fécondées toute leur vie. Les traitements contraceptifs médicaux présentent un risque et ne peuvent pas être administrés au long cours. Vrai. Il n'existe pas de contraceptif efficace et sûr chez la chienne et la chatte. Un traitement hormonal ponctuel peut être administré pour une occasion précise, les vacances, mais pour un effet permanent, seule la stérilisation chirurgicale est conseillée. La stérilisation est douloureuse pour l'animal. Faux. La stérilisation est pratiquée sous anesthésie par un vétérinaire. Le patient ne ressent donc pas l'opération, mais peut être un peu dérangé au réveil, suite de la narcose.
ainsi que ressentir quelques picotements au niveau de la cicatrice qui disparaissent en quelques jours. La plupart des animaux retrouvent une activité normale dans les 24 heures à 72 heures post-opératoire. De plus, un antidouleur est administré après l'opération ainsi que des antibiotiques pendant environ une semaine. Ces petits désagréments valent bien la peine comparés à la souffrance des animaux abandonnés qui sont éliminés. Les enfants doivent pouvoir assister au miracle de la naissance. La plupart des chats et des chiens mettent bas pendant la nuit, dans des endroits sombres et tranquilles, hors de vue. De plus, chaque portée de chiot ou de chaton contribue à la prolifération des milliers d'animaux dont personne ne veut et qui remplissent les refuges quand ils ne sont pas euthanasiés. Donc voilà, c'était donc pour l'instant présenté par New sur le site Rescue. Donc là que j'ai lu à haute voix principalement pour nos amis non-voyants qui ont évidemment des chiens. Principalement ça peut être pour eux, ça peut être aussi pour les enfants qui peuvent être amenés à avoir des chiens ou des animaux. Voilà, c'était lecture faite par Chamroux. À bientôt.